Bonjour, chers téléspectateurs. Mon nom est Carla Benjivenko et je vous souhaite la bienvenue à votre émission en direct du bureau du maire. Donc, on est dans son bureau, Monsieur Stéphane Boyer, maire de Laval. Bonjour, Monsieur Boyer. Bonjour, Carla. Ça va bien aujourd'hui? Oui, très bien, très bien. Des gros projets en branle. Plein de belles nouvelles ces temps-ci. Oui, c'est bien. Dans le fond, on a le 24 août prochain. On commence avec le sommet de l'habitation qui va se tenir à Laval. Le tout premier sommet municipal pan-québécois. C'est plus de 300 personnes qui vont y participer. Ça va être quoi les objectifs de ce sommet? Oui, bien, on a beaucoup parlé dans les derniers mois, dernières années, du prix des maisons, du prix des loyers. Ça augmente extrêmement rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que les salaires augmentent. Donc, c'est devenu d'accéder à une propriété ou d'avoir un logement à bon prix, c'est rendu un enjeu que vit tout le monde. C'est plus juste une question du logement social subventionné, mais c'est vraiment monsieur, madame, tout le monde qui sont impactés. Puis particulièrement les jeunes qui souhaitent là, acquérir une première maison, ou un condo ou aller en appartement. Et donc, avec ma collègue Catherine Fournier, qui est la mairesse de Longueuil, on s'est engagé en campagne à tenir un sommet pour réfléchir à des solutions innovantes qui sortent de la boîte, qui sortent des sentiers battus, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut aider les gens à accéder à la propriété, puis comment est-ce qu'on peut avoir dans nos villes des logements qui sont plus abordables. Parce que c'est une question de qualité de vie. Plus on passe d'une grande partie de notre salaire à payer l'hypothèque ou le loyer, bien, moins il nous en reste pour profiter de la vie avec sa famille, ses enfants, se payer des petits voyages, aller au restaurant. Donc, ça a un impact sur la qualité de vie des familles. Ça a un impact aussi sur à quel point une ville va être animée. Montréal est une ville reconnue pour sa gastronomie, ses festivals, sa musique à l'échelle mondiale. Et c'est entre autres grâce au fait que les gens ne payaient pas trop cher pour leur logement, contrairement à Toronto, Vancouver, Paris ou d'autres grandes villes. À ce moment-là, il leur reste de l'argent pour pouvoir profiter des activités culturelles et tout ça de la région. Exactement. Donc, c'est important de trouver des solutions. Donc, lors du sommet qui va avoir lieu à Laval au mois d'août, on va convier, en fait, les maires et les mairesses des 10 plus grandes villes du Québec vont être présents. Il y aura aussi des représentants du gouvernement provincial, fédéral, mais aussi des entreprises privées qui construisent l'habitation, des organismes communautaires. Il devrait y avoir environ 300 convives. Ça va être disponible aussi en ligne pour ceux et celles qui aimeraient assister. Puis l'idée, c'est de trouver des solutions innovantes sur lesquelles les villes vont pouvoir travailler là, pour régler le problème de l'accès à l'habitation. En fait, on parle d'habitation, de peut-être potentielle construction, mais tout ça, ça peut aussi être lié. En fait, le 12 juillet dernier, la Ville de Laval a adopté son nouveau code de l'urbanisme. Ça va intervenir là, sur les éventuelles constructions. Qu'est-ce que ça représente là, comme implication, une mise à jour majeure comme celle-là? C'est quoi le code de l'urbanisme? Bien oui, bien, c'est une bonne question. Les villes, on encadre le développement. Donc, les villes peuvent donner des exigences à chaque fois que quelqu'un construit un édifice. Et à Laval, on était un peu pris dans le passé. On avait un règlement d'urbanisme qui datait des années 70. Bien, c'est ça faisait longtemps là, qu'on n'avait pas fait une mise à jour. Exactement. Donc, ce qu'on demandait aux gens qui construisent notre ville, c'est des exigences qui avaient été réfléchies à cette époque-là. Puis bien, la vie a changé depuis ce temps-là, les façons de faire ont changé, donc on trouvait important, nous, de mettre à jour notre règlement d'urbanisme. Puis de réfléchir sous l'angle, justement, de la crise de l'habitation, sous l'angle du développement durable. Et c'est ce qui a un peu guidé là, le tout nouveau règlement d'urbanisme. Donc, on va avoir un des règlements d'urbanisme les plus à jour, les plus modernes, les plus progressistes au Québec. Donc, ça va vraiment nous faire un grand bond dans le présent, puis j'ai envie de dire dans l'avenir aussi pour Laval. Mettons, pour monsieur, madame, tout le monde, là, exemple, moi, je me dis, oui, le code de l'urbanisme, mais ça intervient sur quoi? C'est quoi exactement? Pouvez-vous nous donner un exemple concret? J'ai vu qu'il y avait, mettons, un arbre pour 20 stationnements, un arbre pour 30 stationnements. Dans le fond, c'est de baliser. Il va y avoir tant d'espace vert par tant de surface carrossable. Comment ça fonctionne? C'est ça. Donc, il y a plusieurs choses qu'on encadre avec le règlement d'urbanisme. La hauteur des bâtiments, leur grandeur, est-ce qu'ils doivent être collés les uns aux autres ou espacés? Est-ce qu'ils doivent être collés sur la rue ou ils doivent être loin de la rue? On peut demander des exigences en termes de nombre de stationnements. Donc, si on en demande trop, on se retrouve avec des grandes mares de stationnement. Si on n'en demande pas assez, on se retrouve avec des difficultés à se stationner. On peut exiger un certain nombre d'arbres. On peut encadrer qu'est-ce qui peut être démoli ou pas, protéger le patrimoine. Donc, il y a plein de choses qu'on peut demander.
Il y a des villes qui vont même jusqu'à dire, OK, tous les bâtiments devront être en briques rouges avec un toit pointu. Donc, ça peut être très, très, très précis. Nous, on ne va pas là. On préfère garder une certaine flexibilité. Mais c'est en fait, c'est quand on choisit les normes qu'on redéfinit le visage de la ville. Donc, on peut penser ici pourquoi est-ce que Paris ressemble à Paris ou que le plateau Mont-Royal, c'est tous des plexes extrêmement collés, pas de cour arrière. Donc, c'est toutes en fait, c'est les règlements d'urbanisme qui, par le choix des normes, qui définissent un peu comment se développent les quartiers. Donc, on encadre plein de choses. Puis, la population lavalloise a été consultée pour définir ce nouveau code de l'urbanisme. Comment avez-vous fait pour tâter le pouls de la population lavalloise à ce sujet-là? C'est un très grand chantier. Ça fait 4 ans qu'on travaille au projet. On a commencé au début, là, on s'est doté d'experts à l'interne. On a fait des études. On est allé voir qu'est-ce qui se passe dans d'autres villes ailleurs dans le monde. Et ensuite, on est allé rencontrer les organismes, les entreprises, les groupes environnementaux, puis on leur a demandé un peu, c'est quoi vos attentes? Qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le nouveau règlement d'urbanisme pour la ville? Puis une fois qu'on a défini un peu les attentes des organismes, on a travaillé sur le projet. Et par la suite, on a fait des portes ouvertes où on a présenté nos orientations. Donc, on a, par exemple, vous nous avez dit qu'on devait faire une plus grande place en environnement. Parfait. Maintenant, ce qu'on vous propose, c'est l'approche, par exemple, d'exiger un certain nombre d'espaces verts pour tous les projets. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Comment est-ce qu'on devrait le définir? Et donc, ça, c'était la deuxième étape, les portes ouvertes pour présenter les orientations. Et la troisième grande consultation publique, en fait, c'est celle où on a présenté une première version du règlement dans les détails, un règlement qui faisait des centaines de pages. Puis on a demandé aux gens, posez-nous vos questions, donnez-nous vos mémoires, dites-nous vos préoccupations. On a reçu environ 900 personnes qui ont participé à cette étape-là. On a reçu plus de 260 mémoires. Pour certains, c'était des commentaires d'ordre général qui touchent toute la ville, puis pour d'autres, c'était un projet très spécifique. Et fort de cette réflexion-là, on a fait le règlement final qui a été adopté au Conseil de ville le 12 juillet dernier. Donc, en effet, c'est 4 ans de travail, 50 000 heures de travail de nos employés, plus de 2000 réunions, puis 3 grandes étapes de consultation publique. Donc, on en est bien fiers. Puis, en gros, ce CDU-là, l'abréviation pour Code de l'urbanisme, quelle va être sa vision pour les prochaines années? En fait, c'est quoi qui a été privilégié? Elle est différente, innovante. Ça peut être insécurisant pour certains citoyens qui sont un petit peu plus vieux, qui ont une mentalité un petit peu plus conservatrice, qui vont se dire, bien là, qu'est-ce qui va changer? Oui, on veut des milieux plus verts, mais comment qu'on va faire? Puis nous, est-ce que ça va changer notre vie au final? Qu'est-ce que vous répondriez à ces gens-là? Le changement va être graduel. Donc, le règlement, évidemment, tout ce qui existe aujourd'hui à Laval continue d'exister. C'est au moment de déposer un nouveau projet que là, les nouvelles normes s'appliquent. Donc, quelqu'un qui veut développer un terrain qui n'était pas développé, ou, par exemple, un centre d'achat qui souhaite démolir le vieux centre d'achat pour reconstruire, pour faire un nouveau projet, bien là, à ce moment-là, il va devoir respecter les exigences. C'est quoi les grands changements? Oui. Peut-être quelques-uns, comme ça. On va demander moins d'espace de stationnement. Donc, autrefois, on pouvait remplacer là par un espace vert. Plante des arbres, mettre du gazon, mettre des fleurs. Donc, tous les nouveaux projets devront avoir un minimum de superficie d'espace végétal. Donc, ça, c'est un deuxième grand changement. Aussi, les stationnements, on va demander davantage. On a besoin de stationnement, donc il va continuer d'avoir des stationnements exigés. Mais souvent, on va les demander souterrains ou derrière le commerce, plus cachés. Parce qu'on veut faire une ville qui est belle. On veut, quand on se promène sur les rues, que ça soit beau. Donc, les stationnements, on veut les cacher plus loin derrière la bâtisse ou en souterrain. Un autre grand changement, on ne permettra plus de panneaux publicitaires sur les boulevards. Donc, les gros panneaux réclames, le long des autoroutes, on va les garder. Mais sur les boulevards, on veut favoriser les commerces locaux. On veut s'assurer que la publicité qui est là soit vraiment pour aider le café, le restaurant ou la petite boutique de linge, que ce ne soit pas des grandes entreprises publicitaires qui viennent faire la promotion de plein d'autres produits. L'idée, c'est qu'il y ait un peu moins de panneaux publicitaires sur nos rues, encore une fois, pour faire une ville qui est plus belle. Donc ça, c'est quelques-uns des grands changements. Un autre grand changement, on ne permettra plus la construction de nouvelles stations-service. On considère qu'il y en a suffisamment aujourd'hui. Ouais. Donc, de toute façon, là, on s'en va vers l'électrification, de plus en plus des voitures électriques. Donc, on se dit que ce n'est pas nécessaire d'avoir encore plus de stations-service. De toute façon, on va évoluer vers autre chose. Donc, ça aussi, c'est un autre des grands changements. Mais les gens qui ont une voiture,
qui fonctionnent avec de l'essence vont pouvoir continuer à gazer. Ce là. qui existe va continuer d'exister. OK, parce que c'est ça. Des fois, les gens vont partir en peur. « Oh mon Dieu, moi, j'ai pas de voiture électrique. Qu'est-ce que je vais faire s'ils font plus de stations de gaz? » Les stations de gaz qui existent vont rester là. Absolument. C'est juste qu'on va pas en construire davantage. Il y en a assez. C'est ça, exactement. On va se concentrer plus sur, justement, le gouvernement du Québec a octroyé une grande somme là, pour, justement, le garage de la Société des transports de Laval pour son électrification. Qu'est-ce que ça va permettre, cet agrandissement-là? Bien, justement, en parlant de l'électrification des véhicules, on sait qu'à Laval, 70 des gaz à effet de serre viennent du transport. Dans d'autres régions du Québec ou du pays, c'est d'autres enjeux. Il y a des pays, des fois, que c'est que l'électricité est faite avec du charbon, donc là, c'est de là que vient la pollution. Nous, c'est vraiment les transports. Donc, on doit trouver des solutions. Et une des pistes de solution, évidemment, les individus, on peut faire le choix d'une voiture électrique, mais il y a le transport en commun aussi. On veut changer nos autobus pour que ce ne soient plus des autobus qui roulent au diesel, mais qui roulent à l'électricité. C'est des technologies maintenant qui sont matures, qui sont prêtes à être déployées. Ça fait 10 ans à Laval qu'on teste différents autobus électriques. Donc là, on est prête à le déployer sur l'ensemble de nos lignes de transport en commun. Mais il faut qu'on ait des garages qui puissent accueillir ces autobus-là parce qu'il y a des bornes à installer, puis c'est beaucoup plus complexe qu'une voiture régulière. Donc, c'est des très grosses installations électriques. Là, juste pour vous donner une idée, le garage de la Société de transport en commun de Laval va nécessiter une entrée électrique qui est 4 fois plus grosse que celle du Centre Bell à Montréal. Donc, ça vous donne une idée de l'énergie qui va être consommée là, pour tous ces autobus-là. Donc, c'était nécessaire de réaménager le garage avant de pouvoir acheter tous les autobus électriques. Donc, c'est ce qu'on fait. C'est un gros projet, c'est plus de 200 millions. C'est le plus gros projet d'infrastructure pour les autobus électriques en ce moment au Québec. Et ça va nous permettre de pouvoir recharger là, jusqu'à 150, 160 autobus en simultané, puis en faire aussi l'entretien. Donc, ça va mettre la fondation pour le futur qui est des transports qui génèrent moins de pollution. Et je pense que ça va être très bien pour Laval là, pour réduire notre empreinte environnementale. Bien, c'est bien parce que c'est tous des projets concrets qui visent un petit peu, qui vont dans le même sens. Oui. Avoir un milieu de vie plus vert, protéger l'environnement. Je retourne au code de l'urbanisme. Probablement, comme moi, là, vous êtes en train de vous familiariser avec le sujet. Ça va aussi permettre, ce code-là, à long terme, de lutter contre les changements climatiques. Oui. En fait, d'améliorer notre résilience là, de la ville de Laval face à ces changements-là. De quelle façon le Code de l'urbanisme va nous aider? Là? Bien, justement, on parlait d'électrification. Une des exigences qui est nouvelle qu'on va demander, c'est que quand quelqu'un construit un gros bâtiment, des condos, des logements, des choses comme ça, on veut s'assurer que dès le départ, dans le bâtiment, on puisse mettre des bornes électriques. Parce que présentement, quand on a une maison puis qu'on décide de s'acheter une voiture électrique, c'est facile. Ça coûte 1 000 2 000 on peut installer la borne proche du garage. Mais dans un édifice à condo ou à logement, avec des stationnements souterrains, c'est beaucoup plus complexe. Parce que si on n'a pas prévu le coût, là, de pouvoir passer les câbles électriques, ça peut nécessiter des modifications de la fondation. Donc, c'est des travaux qui sont assez coûteux. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Ça peut coûter des dizaines de milliers de dollars. Donc, ça peut être un frein aux gens de passer vers la voiture électrique s'ils ne peuvent pas la recharger dans leur bâtiment. Donc là, dorénavant, pour toutes les nouvelles constructions, on va exiger qu'il y ait minimalement là, la tuyauterie, le câblage nécessaire qui soit déjà passé, comme ça, pour s'assurer que ce soit simple. Si quelqu'un habite un logement qui veut avoir sa borne électrique, que ce soit facile à installer. Donc ça, c'est une façon. L'autre façon qu'on va lutter un peu contre les changements climatiques, bien, c'est de mieux protéger tous nos milieux naturels. Laval s'est beaucoup développé, va continuer à se développer, mais il nous reste quelques grands boisés, quelques belles berges, des îles, donc il reste des milieux naturels qu'on veut protéger et on va être plus agressif à le faire. Donc, le règlement d'urbanisme définit qu'est-ce qu'on peut faire avec un terrain, quel usage, est-ce que c'est de l'habitation, du commercial ou autre. Et donc, dans les milieux plus sensibles où il y a des beaux milieux naturels qu'on veut protéger, là, on va permettre beaucoup moins de développement, beaucoup moins de construction pour pouvoir mieux les protéger. Ça, c'est une autre façon qu'on embrasse le développement durable là, pour l'avenir. Parce que, mis à part le côté très lucratif là, qui est associé à la construction de tours à condos et tout ça, reste que c'est pas beau de regarder par la fenêtre puis de voir que de l'asphalte, que des tours à condos.
Le but aussi, c'est de voir des espaces verts. Puis la Ville de Laval, on en a parlé dans le dernier épisode, dans le direct du bureau du maire. Il y a eu plusieurs annonces qui ont été faites, notamment l'acquisition de plus de 12 milieux naturels. Et là, on a parlé de l'île Loca récemment. Pouvez-vous nous en parler? C'est où? C'est quoi? Oui. L'île Loca, en fait, il y a beaucoup de gens qui la voient peut-être sans s'en rendre compte. C'est une île qui est proche du pont de l'autoroute 15 entre Laval et la Rive-Nord. C'est une île qui appartenait à un promoteur immobilier qui souhaitait y construire 5 tours de 12 étages. Puis justement, nous, c'est ce qu'on dit avec le règlement urbanisme. Les milieux humides, les milieux naturels, on veut les protéger le plus possible. Là où on veut faire du développement, par exemple dans le centre-ville ou proche des bouches de métro, bien là, on va le faciliter le développement, mais c'est important que la construction se fasse au bon endroit. Donc, et on juge que sur une île, on préfère la protéger, on veut protéger tout ce qui entoure la rivière des Mille-Îles pour en faire un grand refuge. Donc, on a fait une entente pour faire l'acquisition de l'île. Et cette île-là va pouvoir être protégée, mise à disposition des citoyens. Puis d'ailleurs, il y a déjà des sentiers, il y a déjà un petit pont qui la relie. Donc, les citoyens vont pouvoir aller se promener sur l'île, voir les beautés de la rivière des Mille-Îles. Puis, on va le joindre au projet de ce grand refuge là, sur la rivière des Mille-Îles qu'on a annoncé cet hiver. On en avait déjà discuté. Là, donc, présentement, il y a un petit refuge au parc de la rivière des Mille-Îles. On aimerait l'agrandir par 20 fois pour inclure toutes les berges, toutes les îles que la ville a acquises. Donc, l'île Loca va en faire partie et sera protégée là, pour les prochaines décennies. Un autre succès là, concernant l'environnement, la trame verte et bleue. Oui. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Ça évolue comment, ce beau projet-là? Qu'est-ce que ça va nous apporter? La trame verte et bleue, le but, c'est de faire du sens. Donc, on achète... C'est toujours bon, ça. C'est toujours bon. Essayez de faire du sens. Oui. Bien, c'est qu'on achète beaucoup de terrain. Hein. Depuis quelques années, on veut protéger nos milieux naturels. Donc, on achète un boisé ici, une île là, une berge là-bas. Puis, la trame verte et bleue, c'est qu'on regarde l'île de Laval vue de haut, puis on dit, OK, comment est-ce qu'on peut connecter tous ces milieux naturels-là entre eux? Donc, idéalement, bien, pour deux raisons. Pour les citoyens, ça serait fun de pouvoir passer d'un parc au boisé puis se promener comme ça dans nos milieux naturels. Ou, par exemple, avoir une piste cyclable qui les connecte ou des sentiers, aller promener son chien le soir. Mais aussi pour la biodiversité. Donc, si on protège un petit boisé dans lequel vit des renards, mais que ce boisé-là est entouré de constructions, ça va être difficile pour lui de survivre. Mais si le boisé est connecté avec un autre boisé un peu plus loin par un corridor vert, une rivière, peu importe, ça va être plus facile pour la faune, la flore de se déplacer, donc de survivre, de pouvoir se reproduire. Donc l'objectif, c'est vraiment de s'assurer que on fait des acquisitions qui sont stratégiques, qui sont aux bons endroits, puis qui vont nous permettre de développer un réseau de milieux naturels à travers l'île, qui va protéger la biodiversité, puis qui va permettre aux citoyens aussi de profiter des interconnexions entre les différents milieux. Puis la Ville de Montréal, en fait, va aussi être impliquée là, dans cette trame verte et bleue-là. Bien, c'est certain qu'il y a un exercice à l'échelle du Grand Montréal, avec la communauté métropolitaine de Montréal, oui. Justement de protéger là, ce qu'on appelle un peu la ceinture verte. Donc, on sait que Montréal est fortement développé, mais Montréal, c'est une île et il y a encore beaucoup de milieux à protéger tout alentour de Montréal, dont à Laval. Donc, Laval fait son bout de chemin. On protège sur notre territoire plusieurs milieux. Mais on souhaiterait que Laval s'imbrique aussi dans ce qui se fait partout dans le Grand Montréal. Donc, entre autres, pour le refuge sur la rivière des Mille-Îles, moi, je travaille avec les maires de la Couronne Nord parce que la rivière, bien, on la partage. Donc, c'est important que la rivière ne soit pas protégée juste du côté de Laval, mais qu'elle le soit aussi des deux côtés de la berge. Et donc, c'est un travail qui est fait à l'échelle lavalloise puis aussi à l'échelle du Grand Montréal. Même d'ailleurs, on a commencé à créer des pistes cyclables régionales. Donc, il y a la piste cyclable Oka-Mont-Saint-Hilaire qui traverse tout le Grand Montréal. Donc, ça, c'est un premier projet qu'on a fait à l'échelle régionale, mais on aimerait en faire d'autres, des projets comme ça. Un autre exemple qui peut être intéressant, c'est les navettes fluviales. Donc, on travaille avec les organismes communautaires lavallois et de la Rive-Nord pour faire un circuit, pour que quelqu'un qui est, par exemple, dans le Vieux-Sainte-Rose, puisse prendre une petite navette qui irait le porter à Saint-Eustache ou à une autre ville de la Rive-Nord, aller manger une crème glacée, se promener. Donc,
On veut créer ce grand réseau-là sur notre territoire, mais aussi connecté vers les autres villes. Une belle activité qui va en même temps permettre de réduire là, les gaz à effet de serre parce que, tu sais, c'est chaque personne qui va faire un impact là, sur la pollution puis la Oui. conservation de l'environnement. Puis c'est une question de qualité de vie. Tu sais, au-delà Aussi. de l'environnement, avec la pandémie, on s'est approprié nos parcs. Ouais. De plus en plus, on a sorti dans nos quartiers, Ouais. on veut vivre proche de chez nous. Donc, c'est important de le faire aussi, ne serait-ce que pour donner à nos citoyens des beaux milieux de vie. Oui, Où parce est-ce que qu'ils les gens pouvoir vont sortir. dire l'environnement, oui, c'est beau de protéger l'environnement, mais ça m'apporte quoi à moi? Tu sais, la société individualiste qu'on est, puis c'est naturel. Mais en fait, c'est aussi pour nous. Mhm. C'est aussi Ben, définitivement. pour nos yeux, pour notre qualité de vie, là, qu'on veut protéger ces milieux. Si on veut que nos enfants aient joué dehors, qu'ils lâchent la tablette, bien, il faut qu'il y ait à quelque part, il faut qu'il y ait des endroits où aller jouer. Donc, c'est de protéger ces milieux naturels-là, au final, qui servent tous les citoyens. Ceux qui connaissent le bois de l'Équerre, je pense que c'est un bel exemple, justement, d'un boisier qui a été protégé. Maintenant, il y a des sentiers aménagés, puis même pour les gens en mobilité réduite. Donc, il y a certains des sentiers qu'on a mis du petit gravier pour s'assurer que ça soit facile si on est en chaise roulante, qu'on ne s'enfarge pas dans une racine. Puis là, vous allez voir, dans les prochaines années, on va probablement commencer à mettre des toilettes, plus de bancs publics, créer davantage de sentiers dans les différents boisés de Laval. Encore une fois, c'est ça, pour l'environnement, mais pour que les gens en profitent aussi, là, c'est fondamental dans nos actions. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de spécifications, là. C'est comme construire une tour, mais en pire, de préserver ces milieux-là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à penser. On parlait aussi d'un plan régional pour protéger les milieux humides et hydriques. J'imagine que ça s'introduit un petit peu dans le même... Exactement, c'est dans la même logique. Donc, on a des marais, des marécages. On a à Laval plusieurs ruisseaux. Des fois, c'est peu connu, mais on a plusieurs ruisseaux qui parcourent l'île. Dans le passé, souvent, ces milieux naturels-là étaient, démolis pour faire la construction, ou même certains des ruisseaux ont été ensevelis ou canalisés. Mais c'est plus la façon dont on veut faire les choses. On veut protéger ces milieux humides-là. Entre autres parce que c'est une belle source de biodiversité. Donc, on sait que les milieux aquatiques humides, c'est toute une faune et une flore qui est différente d'un boisé. Donc, en passant aux grenouilles, aux poissons, aux grands hérons. Donc, c'est les oiseaux qui vont aller y vivre. Souvent, vont être des espèces différentes. Donc, c'est important si on veut protéger la biodiversité, si on veut protéger l'environnement, de, oui, protéger nos boisés, mais aussi les milieux humides. Donc là, ce qu'on a fait, on a répertorié, il fallait premièrement les connaître. Il y en a des centaines et des centaines sur le territoire de Ville de Laval, des fois dans des coins cachés qui étaient peu connus de nos employés. Et donc, on est allé les répertorier, là, on les met sur une carte et on a adopté des mesures de protection. Donc, on ne pourra plus, comme on le veut, là, détruire un milieu humide ou un milieu naturel. Les projets vont pouvoir se construire là où il n'y a pas de milieu humide. Et les milieux humides, on veut les protéger. Donc ça, ce plan-là a été également là, déposé au Conseil de ville tout récemment. Puis on espère que ça va nous permettre d'avoir un développement plus cohérent puis de protéger les milieux à proximité justement des résidents. Alors, M. Boyer, en ce qui concerne les transports en commun pour les déplacements des Lavallois et Lavalloises, il y a des nouveaux projets. Il y a eu l'annonce de 3 grands nouveaux projets, en fait, qui vont viser à améliorer les déplacements de nos citoyens. Quels sont-ils? Oui, en effet. Le transport en commun à Laval s'épanouit de plus en plus. Les gens l'utilisent de plus en plus, entre autres nos aînés. Hein. On sait que depuis plusieurs années, le transport est gratuit pour les 65 ans et plus. Et on veut être sûr que les citoyens ont le choix de leur mode de déplacement. Donc, pour ceux et celles que le transport en commun, c'est une option intéressante, on veut que les autobus puissent passer plus souvent, entre autres le soir, les fins de semaine, en dehors des heures de pointe, parce qu'on croit fondamentalement que plus le réseau de transport en commun va être efficace, rapide, fréquent, plus les gens vont être incités à le prendre. Et donc ça va nous permettre de réduire notre empreinte environnementale, mais ça va nous permettre aussi, encore une fois, d'avoir une meilleure qualité de vie. Donc, pensons à un employé qui doit se rendre à son travail. Si l'autobus passe juste aux 45 minutes, c'est pas évident. Des fois, il y a de la perte de temps. Donc, si on a des passages plus fréquents, ça va faciliter la vie à tout le monde. Mais aussi, via un certain âge aussi, des fois, où on ne peut plus conduire. Donc, ça devient un outil intéressant.
ça pour dire que le transport en commun, on y croit. Et là, on a lancé 3 projets avec le gouvernement du Québec qui sont mis à l'étude. Donc, c'est quand même des projets de longue haleine qui vont prendre quelques années. Mais ce qu'on souhaite, c'est développer 2 axes est-ouest, un sur Saint-Martin, un sur le boulevard Concorde-Notre-Dame, qui va nous permettre de mieux connecter nos quartiers. Parce que souvent, avant, le transport en commun à Laval était fait dans une logique d'aller vers Montréal et d'en revenir, donc beaucoup pour les travailleurs. Mais c'est de moins en moins vrai. Les Lavallois travaillent de plus en plus à Laval. Nos jeunes ont besoin de se déplacer d'un quartier à l'autre, aller voir leurs amis, sortir dans un restaurant ou peu importe. Et donc, on veut connecter nos quartiers, puis nos attraits touristiques, puis les lieux d'emploi entre eux. Donc, ces axes-là vont nous aider pour ça. Et le 3e grand projet, bien, c'est la fameuse ligne orange. Ça fait longtemps l'idée a toujours été de connecter la boucle, donc de faire un grand cercle. Présentement, il y a juste la branche est de construite à Laval en 2007, qui est ouverte en 2007. Puis là, ça crée un problème parce qu'il y a beaucoup de gens qui la prennent. La branche, elle est saturée. Ce qu'on aimerait, nous, c'est qu'on puisse prolonger la branche ouest. Okay. D'un, ça va mieux répartir les gens des 2 côtés. Donc, les wagons vont être moins pleins. Mais aussi, ça va permettre à tous les gens du Grand Chemédé de pouvoir se déplacer plus facilement vers les pôles d'emploi, vers les pôles d'enseignement. Donc, c'est de donner une meilleure mobilité aux gens. Et évidemment, bien, cet axe nord-sud-là, ce nouvel axe-là, serait connecté avec les 2 autres projets sur Saint-Martin et Concorde. Donc, l'idée, c'est d'avoir un beau réseau, bien développé, performant. Et donc là, on lance les études. Ça va nous permettre de sélectionner la meilleure technologie et par la suite, là, de faire les plans de vie pour pouvoir l'implanter d'ici quelques années. Bien, ce qui est intéressant avec la vision de votre parti, M. Boyer, c'est que c'est tous des projets qui sont de longue haleine, mais auxquels on donne des visions concrètes. Concrètes, puis tout interconnecté. Oui, c'est ça. Donc, une suit l'autre, c'est ça. Puis c'est ça qui fait que, justement, ça va être, j'imagine, réalisable et que ça va être une belle réalisation aussi. Parce que, en fait, en matière d'environnement, est-ce que je me trompe si la Ville de Laval là, fait des pas de géant? Puis, en matière d'environnement, c'est toujours mieux de prévenir que de guérir. Bien, absolument. Moi, je dis toujours, l'environnement, c'est l'enjeu du 21e siècle. À chaque époque, nos sociétés ont eu des grands défis. Et je pense que l'environnement, on en parle beaucoup depuis plusieurs années, puis ça va continuer parce que le problème n'est pas réglé. On voit là, des épisodes de chaleur extrême en Colombie-Britannique, en Europe, sur la côte ouest, en Californie, en Australie, les inondations, les feux de forêt. C'est quand même quelque chose qu'il faut prendre au sérieux, puis surtout si on veut offrir une belle qualité de vie là, pour les prochaines générations. C'est dans notre réalité, c'est pas dans 300 milliards d'années. Là. Ça Exactement. Se passe maintenant, il faut agir maintenant. Êtes-vous fiers de tout ce que vous avez parcouru jusqu'à présent depuis le début de votre mandat? Absolument, puis je vous dirais c'est un travail d'équipe. Avec les autres élus, avec les employés de la Ville, tout ça, on le fait ensemble. Merci infiniment, M. Boyer. Merci à vous, chers téléspectateurs. On vous donne rendez-vous à la prochaine émission en direct du Bureau du maire. Passez une excellente saison estivale et restez sur les ondes de Ma TV Laval.